Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous ce matin pour vous parler un petit peu d'export et d'industrie. Donc, je suis Julien Coucheron, en charge du service industrie et cleantech à la direction export de Business France à Paris. Alors, je vous ai préparé une petite présentation que je vais vous partager tout de suite. Euh, alors, je m'excuse par avance, mais l'intérêt du tour de table, c'est que ça permet de voir un petit peu la diversité, la richesse de vos activités, de vos secteurs d'activité. Et aussi, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir des niveaux de maturité aussi différents à l'international. Donc, j'espère que la présentation de ce matin vous sera utile. Et évidemment, ce n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble de ce qu'on peut vous apporter en termes d'informations. Donc, je vais essayer déjà de vous apporter du contenu assez intéressant ce matin. Donc l'objectif ce matin, on l'a dit, c'est de parler export et où exporter en 2026. Alors c'est une question qui est assez complexe dans le compte tenu du contexte géopolitique dans lequel on vit actuellement, avec pas mal de revirements de situation, parfois un petit peu d'instabilité. Néanmoins, c'est notre rôle, hein, c'est de pouvoir justement être une boussole pour les entreprises et essayer de vous orienter en fonction des tendances actuelles sur les différents marchés. Donc, je vais essayer dans un premier temps de vous dresser un panorama global de ce que nous, côté Business France, on observe en termes de tendance au travers de notre réseau à l'international, qui couvre à peu près, qui est présent dans une cinquantaine de pays. Je ferai un focus sur trois pays sur lesquels on travaille assez activement cette année. Et puis, je vous présenterai assez rapidement. Alors, on- les événements que l'on organise en 2026, mais sans rentrer dans le détail, puisque vous êtes tous issus de secteurs d'activité assez diverses. Mais l'idée, c'est peut-être plus de vous présenter les différentes typologies d'événements que l'on organise, qui répondent aussi à des besoins différents en fonction de votre expérience et votre maturité à l'export. Et derrière, toute cette programmation événementielle se décline en fait en événements par filière sectorielle. Donc c'est parti, la présentation s'affiche bien pour tout le monde? Oui, oui, on voit bien. Impeccable. Euh, donc je vais commencer par vous présenter un peu une carte, une petite image pour démarrer. Donc cette cartographie, en fait, elle présente les différents marchés que l'on considère comme prioritaires pour l'année 2026. Alors là, j'ai fait un focus sur l'industrie du futur, qui regroupe l'automatisation, la robotisation, la digitalisation des process, la fabrication additive, les matériaux, solutions biosourcées, et également tout ce qui concerne la plasturgie et les composites. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que cette cartographie, elle est déclinée sur l'ensemble des filières sectorielles. Donc, si vous allez sur le lien que je vous ai indiqué ici, vous pouvez retrouver la cartographie des marchés prioritaires dans les solutions pour l'agri et l'agro-industrie, pour les équipements médicaux, pour le nucléaire, le ferroviaire, etc. Donc ce travail de cartographie, pour nous, il est essentiel. On le réalise chaque année et en fait, il permet de vous donner des orientations sur justement où est-ce qu'il faut regarder dans le monde. Il permet d'apporter un éclairage en fait sur les marchés qui offrent un cadre favorable et des opportunités business pour les entreprises de ce secteur. Donc, quand on parle de cadre favorable, ça va être un cadre politique et macroéconomique favorable. Ça va être des annonces d'investissement publics ou privés qui permettent justement de digitaliser, de décarboner les industries de ce pays. Des besoins qu'on a identifiés auprès de grands donneurs d'ordre et auprès de la supply chain industrielle de ce pays. Et cette cartographie, on la réalise, c'est un croisement en fait entre la concertation qu'on a avec notre réseau international, qui lui va remonter et identifier des opportunités, et on le croise avec un écosystème de fédérations professionnelles qui sont un peu les porte-voix des entreprises. Donc en l'occurrence sur l'industrie du futur, on travaille beaucoup avec l'Alliance Industrie du Futur, avec Evolis, avec France Additive, Polyméris, avec Polivia. Et finalement, cette cartographie, elle reflète à la fois les marchés vers lesquels les entreprises françaises souhaitent se développer, mais aussi des marchés, et c'est alors, des marchés qui sont un peu en dehors de nos radars
Et c'est souvent le cas au grand export, qui sont forcément plus lointains, donc peut-être plus difficiles d'accès, mais qui néanmoins offrent des opportunités concrètes. Et quand on parle de grand export, ces marchés, ils sont parfois moins prospectés que les marchés limitrophes, ce qui du coup les rend plus accessibles du fait d'une concurrence moindre à l'entrée. On parle souvent dans les pays qui reviennent très régulièrement, j'entendais parler tout à l'heure de Belgique, de Luxembourg, on parle aussi souvent d'Allemagne. C'est vrai qu'il y a une forte demande de la part des entreprises pour travailler avec ces pays-là, donc une concurrence qui est assez rude à l'entrée. Néanmoins, on a d'autres marchés qui sont peut-être plus lointains, moins prospectés et donc peut-être plus accessibles pour vous. Donc, en termes de contexte mondial, ce qu'on peut dire pour 2026, c'est que la croissance industrielle, elle va être modérée, mais très hétérogène. Il y a trois tendances clés à retenir sur le secteur de l'industrie. La première tendance, c'est la diversification des chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, on a des entreprises qui souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. C'est un fait, hein, on en parle beaucoup dans l'actualité. La deuxième tendance, c'est un verdissement de l'industrie, où on a aujourd'hui une forte demande pour des équipements qui sont liés à la décarbonation des activités industrielles et un meilleur équilibre du mix énergétique en ayant recours de plus en plus aux énergies renouvelables. Et puis, la troisième tendance, évidemment, c'est l'automatisation et la digitalisation, où on observe des investissements massifs dans la robotique et l'IA. Beaucoup en Asie, hein, aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Donc la conséquence aujourd'hui pour les entreprises exportatrices ou celles qui souhaitent le devenir, c'est de cibler justement les zones où on a une demande industrielle forte dans ces domaines et de cibler les zones qui sont soutenues par des politiques publiques fortes pour soutenir la modernisation. Donc une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est d'essayer d'identifier justement quelques zones prioritaires. Donc il y en a qui se dégagent et vous les voyez à l'écran. La première, c'est l'Asie du Sud-Est. Je pense notamment au Vietnam, à la Thaïlande, qui sont portés par une croissance économique qui est vraiment très intéressante. Aujourd'hui, le Vietnam, c'est une croissance supérieure à 6%. Il y a des investissements dans l'amélioration des infrastructures. Aujourd'hui, si on parle de ferroviaire, le plus grand projet de ligne à grande vitesse au monde, il est au Vietnam. Il y a une main-d'œuvre qui est compétitive et le Vietnam est intégré dans des accords commerciaux qui sont également favorables. Et aujourd'hui, ces pays-là, que ce soit le Vietnam ou la Thaïlande, essayent de se positionner comme une alternative crédible à la Chine, notamment en matière de sous-traitance, de sourcing. Donc aujourd'hui, il y a des opportunités, notamment dans les équipements pour l'électronique, le textile, l'automobile, mais aussi, j'en parlais pour toutes les solutions liées à la décarbonation de l'industrie et également la logistique, puisque un pays comme le Vietnam essaye de se positionner un peu comme un hub concurrent à la Chine. Donc voilà, c'est assez intéressant sur ces deux pays-là. L'autre zone géographique dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'Inde, alors qui est un pays, mais qui est une zone à part entière, hein, parce que vous le savez, hein, c'est devenu la première démographie du monde. C'est un PIB qui est en forte expansion. Là, c'est pareil, on avoisine les 6-7% de croissance, avec des politiques pro-industrie et des investissements dans les infrastructures. C'est un marché domestique qui est immense. Il y a une demande croissante en matière de machines-outils, d'équipements énergétiques, de technologies vertes et également environnementales, puisque vous le savez, l'Inde est confrontée à des graves problématiques de pollution de l'air. Donc aujourd'hui, ils ont des besoins notamment dans ces domaines, puisque l'Inde dépasse très régulièrement les pics de pollution critiques en matière de qualité de l'air. Donc ils ont vraiment besoin de corriger ce problème pour rester attractifs. Donc en Inde, ce qu'on observe, c'est des opportunités qui sont dans le domaine de l'automatisation, des équipements pour l'industrie, la production manufacturière. Et pourquoi c'est intéressant finalement de s'intéresser à l'Inde et pourquoi maintenant? Alors vous le savez peut-être, mais en 2026, bon déjà l'Inde est un partenaire stratégique de la France. C'est le cas notamment dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie de défense. L'année 2026 va être l'année de l'innovation
entre l'Inde et la France. Donc un fort soutien des deux gouvernements pour accélérer et renforcer les coopérations entre l'Inde et la France. Et puis, s'il faut être un peu plus pragmatique, ce qu'on observe, c'est que l'Inde, c'est un marché qui intéresse tout le monde. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entreprises françaises hésitent à investir en Inde parce que c'est un marché qui est complexe. Il y a des procédures administratives qui sont longues. C'est une zone du monde dans le pays. Donc les barrières à l'entrée, elles sont réelles. Hein. Il faut pas le nier. Néanmoins, et je pense que Charlie et les autres intervenants reviendront là-dessus, c'est parce qu'on a un dispositif en local et un maillage du pays sur différentes localités et sur différents secteurs, que finalement, vous avez tous les outils pour permettre de pouvoir pénétrer plus facilement ce marché. L'autre région du monde, alors on va se rapprocher un petit peu plus, ça reste l'Europe. Hein. On est à l'heure des problématiques de souveraineté européenne, mais en Europe, on a une zone qui vraiment émerge de plus en plus, c'est l'Europe centrale et orientale. Je pense à des pays comme la Pologne ou la République tchèque. Aujourd'hui, ce sont deux des pays de l'Union européenne qui ont les plus grosses croissances en Europe. Euh, Ces pays sont en fait en pleine mutation, en pleine transition énergétique et alors ils ont euh, ils ont relocalisé finalement une partie de l'industrie. Aujourd'hui, si on s'intéresse à des pays comme la Pologne, la République tchèque ou la Hongrie, ces pays sont devenus des hubs pour l'automobile, pour la mécanique, pour l'électronique, avec des coûts qui restent très compétitifs par rapport au reste du monde. Et on est dans une proximité immédiate avec l'Union européenne parce que monnaie commune pour certains de ces pays-là. Ils bénéficient également encore de subventions européennes qui leur permettent justement de moderniser leur outil industriel. Donc finalement, on retrouve ce cadre favorable avec des besoins essentiellement dans la robotisation et dans l'industrie automobile et des solutions en matière d'efficacité énergétique pour décarboner des sites industriels qui sont encore trop polluants. Je m'arrête là un petit peu pour le panorama global. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir vous parler un petit peu de trois focus sur trois pays en particulier. Alors, le premier que j'ai pas mentionné, il est au Moyen-Orient et c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, on en parle énormément en ce moment, puisque c'est devenu, en fait, l'industrie est devenue vraiment un pilier du développement économique dans ce pays-là. C'est un des piliers du plan Vision 2030 qui a été mis en place par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Euh, ce qu'on observe, c'est que depuis 2016, le secteur industriel, il a connu une croissance qui est sans précédent dans le pays. Les investissements, ils atteignent jusqu'à 132 milliards de dollars en 7 ans. Ça a généré près de 200 000 nouveaux emplois. Et justement, ce plan Vision 2030, il a pour objectif de stimuler la croissance du secteur, de tripler le nombre d'usines dans le royaume, dans un objectif justement de réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et de diversifier pardon, les filières industrielles. Donc, si on doit retenir quelques chiffres de cette stratégie, de ce plan Vision 2030, euh, l'objectif, c'est que l'industrie puisse contribuer d'ici 2035 à hauteur de 377 milliards de dollars au PIB du pays, ce qui est juste colossal, de générer 2 millions d'emplois supplémentaires dans le secteur industriel, d'augmenter la part des exportations à hauteur de 240 millions de dollars et de compter près de 36 000 usines dans le monde, sur le territoire. Euh, L'Arabie Saoudite a un objectif qui est clairement affiché, c'est de devenir l'un des 15 premiers pays au classement de l'indice en matière de compétitivité industrielle. Donc pour appuyer cette stratégie, le prince héritier a annoncé en 2024 le lancement de 4 zones économiques spéciales. Donc ça s'inscrit dans le prolongement des initiatives qui visent à faire du royaume une destination en matière d'investissement. Et
Et aujourd'hui, donc ces zones, alors je suis pas un expert de l'Arabie Saoudite, mais je pourrais vous donner les localisations précises, mais elles sont vraiment destinées à attirer finalement l'ensemble des investissements étrangers. Je parlais à l'instant de diversification industrielle. En Arabie Saoudite, aujourd'hui, il y a 12 sous-secteurs prioritaires qui ont été déterminés par le Royaume saoudien. Donc ces 12 sous-secteurs, ce sont les produits chimiques et les spécialités chimiques, la transformation des plastiques et du caoutchouc, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, l'aviation civile et militaire, puisque l'Arabie Saoudite est également un partenaire de la France dans ces domaines-là, l'automobile, y compris la mobilité électrique, l'industrie maritime, pour se positionner aussi un peu en hub maritime dans la région, les produits pharmaceutiques et le matériel médical, le militaire, hors aviation, les matériaux de construction, les machines et équipements, et enfin les mines et métaux stratégiques. Donc vous voyez, il y a un petit peu tous les secteurs qui sont adressés. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que c'est un pays qui veut aller vite. Les Saoudiens sont très réceptifs à l'offre française. Néanmoins, c'est un pays qui est complexe parce qu'on est sur du temps long. Il faut pouvoir nouer une relation de confiance, y aller, y revenir. Donc, c'est pas un marché sur lequel vous aurez un retour sur investissement à court terme. Il faut être assez honnête là-dessus. Néanmoins, les débouchés sont quand même très intéressants. Il y a beaucoup de méga projets puisque l'Arabie Saoudite a vocation à accueillir des grands événements mondiaux, que ce soit une Coupe du Monde de football, l'exposition universelle 2030 ou 2032, j'ai plus la date en tête. Il y a des villes futuristes, on a beaucoup parlé de Neom, qui sortent de terre à des vitesses hallucinantes. Donc l'Arabie Saoudite veut aller très vite. Néanmoins, c'est pas parce qu'ils veulent aller vite que les ROI se feront aussi rapidement. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à entamer des relations avec des partenaires saoudiens. Il y a ce qu'on appelle le contenu local qui est très prédominant en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que pour travailler avec l'Arabie Saoudite, il faut être en capacité de pouvoir soit transférer une partie de la compétence localement pour accompagner le pays dans sa montée en compétences. Donc ça peut passer par la création d'une joint venture. C'est souvent ce qui est recommandé pour les entreprises. Donc voilà, un marché qui est vraiment prometteur avec beaucoup d'ambition. Le, pardon, le deuxième pays dont je voulais vous parler, c'est la Chine, alors qui lui a déjà atteint une position de leader mondial. Euh, Aujourd'hui, la Chine est devenue le leader mondial dans pas mal de secteurs, hein, qu'on parle des énergies renouvelables, dans l'automobile. Euh, Néanmoins, donc alors, si on parle de l'industrie manufacturière en Chine, aujourd'hui, ça représente à peu près 500 milliards d'euros. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2023, donc je pense que ça a encore augmenté. Euh, et aujourd'hui, la Chine, pour défendre sa position de leadership, elle a des besoins considérables pour à la fois continuer à transformer son industrie. Donc aujourd'hui, il y a 4 secteurs en Chine qui bénéficient d'une attention et d'un support massif de la part des autorités chinoises. C'est la modernisation des équipements industriels, la numérisation du process industriel, les nouveaux matériaux et la fabrication additive. Je pense que tout le monde a vu des images des sites de production en Chine qui sont de quasi totalement automatisés, où finalement il y a de moins en moins je dirais, d'ouvriers dans les usines, mais on est sur des nouveaux métiers de programmation logicielle, etc. C'est déjà une réalité et la Chine a besoin de maintenir ce niveau-là pour asseoir finalement sa position de leader. Ce qu'on a observé aussi auprès de grands acteurs industriels chinois, pour rentrer un peu plus
précisément dans les besoins. Aujourd'hui, ces besoins, ils sont, j'en parlais dans l'automatisation et la robotique, donc il y a beaucoup de besoins en matière de robots industriels et de drones. En termes de mécanique, ça va être surtout des capteurs haute performance. Vous avez notamment les robots logistiques qui sont des robots autonomes qui finalement transportent des charges lourdes d'un point A à un point B. Donc tout ça nécessite en fait d'avoir un entrepôt ou un site de production qui est dans lequel on installe des capteurs un petit peu partout pour faciliter justement et optimiser les mouvements de ces robots logistiques. En matière de fabrication additive également, tout ce qui va être nouveaux matériaux, matériaux composites de haute performance, des machines laser et tout matériaux en fait qui vont permettre de réduire le poids des produits. Qu'on parle d'avions, qu'on parle de véhicules électriques, ça aujourd'hui c'est un besoin énorme côté industrie chinoise. Et là aussi, la Chine ne souhaite pas s'arrêter là. Ils ont, en tout cas, le pays a pour objectif de créer 300 nouvelles usines et ce qu'on appelle des parcs verts. Donc vraiment un bassin industriel qui va regrouper l'ensemble de l'écosystème, des universités de recherche en passant par des sites d'assemblage, pour que finalement toute la chaîne de valeur soit intégrée en un seul et même endroit. Et donc ça, la Chine a pour objectif d'en créer une trentaine à horizon 2030, si je dis pas de bêtises. Et en sachant que ces investissements sont là aussi très fortement soutenus par les autorités chinoises qui injectent des subventions qui varient de 500 000 yuan jusqu'à 10 millions de yuan suivant l'ampleur des projets. Donc là encore, ces subventions, elles visent à encourager l'intégration de technologies intelligentes pour renforcer et maintenir la compétitivité des entreprises chinoises. Donc c'est assez intéressant. On travaille beaucoup sur la Chine aujourd'hui dans l'industrie automobile. Vous le savez, hein, la Chine est devenue le premier exportateur au monde de véhicules, en particulier de véhicules électriques. Euh, et ils ont besoin justement de continuer à sourcer des sous-traitants et des fournisseurs. La Chine est en train de plus en plus de s'imposer sur le marché européen. Alors au niveau européen, il est question que on introduise une obligation d'avoir une part locale, en tout cas de composants et de pièces européennes dans l'assemblage des véhicules électriques chinois. Donc aujourd'hui, les Chinois sont conscients de cette barrière à l'entrée, enfin pour eux c'est vraiment une barrière à l'entrée. Donc ils sont justement à l'écoute de ce que la France et d'autres partenaires européens peuvent offrir en matière je le disais, de matériaux plus légers, de capteurs, d'électronique embarquée, de solutions aussi de divertissement à bord, parce qu'aujourd'hui l'automobile a un petit peu changé de paradigme. Aujourd'hui, une automobile, c'est un logiciel avec 4 roues pour faire un petit peu plus simple. Ça, autant un BYD en Chine ou un Tesla a pris ce tournant-là, là où en Europe, des constructeurs historiques sont encore peut-être un peu plus sur le modèle plus traditionnel des 4 roues dans laquelle on a intégré un logiciel. Et finalement, l'approche est pas tout à fait la même. Et du coup, les coûts qui en dépendent sont pas les mêmes non plus. Donc voilà, moi je vous invite à regarder avec attention le marché chinois. Et enfin, la dernière zone géographique, là encore je reviens un petit peu plus près. Alors c'est pas forcément un pays, mais c'est plutôt une région du monde et qui pour le coup va être plus proche de chez vous. C'est la zone rhénane et en particulier 3 pays que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Bon, l'Allemagne, je vais en parler assez rapidement puisque je pense que c'est un marché qui est plutôt bien connu. C'est un pilier de l'industrie européenne. Néanmoins, l'Allemagne, elle est confrontée quand même à une crise de compétitivité qui est hors norme, ne serait-ce que dans l'automobile, hein, on en parlait. Il y a des coûts d'approvisionnement énergétique qui ont explosé. Et donc aujourd'hui, les industriels allemands ont des besoins dans tout ce qui va leur permettre d'optimiser finalement la production industrielle et finalement des grands donneurs d'ordre historiques allemands se retrouvent dans une position où ils souhaitent diversifier leur sourcing de fournisseurs
pour maintenir justement ce niveau de compétitivité et essayer de sauver un petit peu leur position. Donc en fait, il se tourne essentiellement au niveau des nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, les green tech et même le quantique, qui commence à être de plus en plus regardé par les industriels allemands. Euh, Tous les segments clés de la tech, en fait, aujourd'hui, sont recherchés par les industriels allemands. Le, le deuxième pays, c'est l'Autriche, parce qu'en fait, l'Autriche, je pense que il y a encore, à mon avis, une méconnaissance assez forte de ce marché de la part des Français en général. On ignore trop souvent que l'Autriche, c'est un pays industriel. L'industrie, ça représente 23% du PIB autrichien. Alors il y a des noms emblématiques. Alors j'avoue que je les connais pas tous parce que je suis pas expert du marché autrichien, mais aujourd'hui je pense que si on parle de KTM, Palfinger, Voestalpine, ce sont des noms qui parlent à beaucoup d'entre vous. Et en fait, des champions comme ça, il y en a à peu près 200. Des champions industriels autrichiens qui ont une position de leader européen voire mondial. Et ces industriels qui sont assez discrets, ils sont finalement très performants. Ils sont eux-mêmes imbriqués dans des chaînes de valeur industrielles allemandes, suisses, italiennes. Et ils sont eux aussi en constante recherche de solutions innovantes pour préserver leur position. Donc aujourd'hui, les industriels autrichiens, ils sont aussi à l'écoute de ce que les entreprises françaises peuvent leur apporter en termes de solutions. Et ce qui est intéressant avec l'Autriche, c'est que ça peut également constituer une porte d'ouverture non seulement vers l'Europe centrale, mais aussi vers les Balkans. Et puis, ça fait le lien avec le troisième pays, qui est la Suisse. Là aussi, la Suisse, il y a des entreprises comme ABB, Oerlikon, Schindler qui optimisent constamment leur processus de production. Euh, c'est il y a en Suisse une plateforme qui s'appelle la Swiss Smart Factory, qui est une plateforme de test qui permet justement d'effectuer des démonstrations sur la numérisation pour favoriser des coopérations euh, en matière de digitalisation pour les entreprises. Et en fait, ces industriels suisses observent beaucoup ce qui se fait au sein de cette Swiss Smart Factory. Donc c'est un peu le laboratoire à idées finalement des industriels suisses. Et donc, ça peut être intéressant justement d'entrer en contact avec ce type de partenaire. Euh, et pour en revenir à cette approche un peu zone rhénane, par rapport à ce que je disais en introduction, euh, il y a un embouteillage à l'entrée du marché allemand, puisque tout le monde souhaite travailler pour les gros industriels allemands. Néanmoins, ce que nous, on recommande très souvent, c'est de d'abord peut-être s'intéresser à ces deux marchés peut-être plus petits, mais avec des belles références industrielles que sont l'Autriche et la Suisse, qui sont des pays germanophones et germanophiles. Donc, parfois, de décrocher des premières références en Autriche et en Suisse, ça peut permettre de maximiser les chances de réussite et d'améliorer quelque part la crédibilité que vous aurez lorsque vous allez prospecter un grand donneur d'ordre allemand. Donc voilà, ça peut être pas mal aussi de viser en première étape ces deux pays qui sont voisins de l'Allemagne pour ensuite aller attaquer de manière un peu mieux armée le marché allemand. Donc voilà un petit peu pour les différents focus pays dont je voulais vous parler ce matin. Alors évidemment, je ne pourrais pas vous faire un panorama sur l'ensemble des secteurs qui vous intéressent. Néanmoins, si vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier, en lien avec les équipes qui sont en région, on peut derrière justement vous apporter de l'information sur des secteurs d'activité qui vous intéressent de manière plus précise et essayer de vous orienter vers les bons pays. Et pour terminer, donc je voudrais vous parler un petit peu en matière d'événements, si on se projette un petit peu. Alors vous le verrez dans la présentation, je vous le montrerai juste après. Vous allez retrouver l'ensemble de la programmation 2026 sur l'ensemble des secteurs industrie et clean tech que je représente. Je ne vais pas les énumérer un par un, parce il y a pas loin d'une centaine d'événements, donc on risque d'y passer la journée. Néanmoins, je voulais juste peut-être faire le distinguo entre les différentes typologies d'événements que l'on organise pour que ce soit peut-être un peu plus compréhensible aussi pour vous. Euh,
il y a quelques différences, quelques événements différents. Le premier, et je pense que c'est celui qui est le plus connu, ce sont les pavillons France que l'on organise sur des salons internationaux majeurs. Alors, pour résumer de manière très simplifiée, le pavillon France, c'est deux ingrédients. C'est un stand clé en main que l'on vous met à disposition sur un espace, donc un espace France, avec une bannière France qui permet d'être plus visible, déjà d'être regroupé en collectif France et d'être plus visible que si chaque entreprise est éparpillée aux quatre coins d'un hall et un peu noyée dans la concurrence. Donc déjà, c'est un bénéfice en termes de visibilité. Et le deuxième ingrédient, c'est ce que nous, on appelle la valeur ajoutée. C'est finalement tous les services additionnels que l'on va apporter à votre participation au pavillon France. Donc, ce sont l'invitation de donneurs d'ordre, d'acheteurs étrangers, soit du pays dans lequel se déroule le salon, soit en provenance des pays limitrophes, puisqu'on essaye de cibler justement des salons qui sont internationaux ou qui ont un rayonnement régional. Donc de les inviter sur le pavillon France et de pouvoir justement faire des mises en relation pour faciliter en fait l'identification de partenaires potentiels et déjà vous permettre d'avoir des premiers échanges avec des partenaires potentiels. On organise évidemment des actions de networking pour que les entreprises déjà se connaissent entre elles, parce que parfois, on le dit souvent, c'est en partant ensemble à l'export qu'on identifie des axes de collaboration entre entreprises françaises et qui permettent peut-être d'aller chasser à plusieurs un secteur en particulier ou un donneur d'ordre en particulier. Donc finalement, ces actions de networking, elles ont un intérêt pour vous. Et puis, c'est aussi toute la communication que l'on fait autour de la présence française sur ce salon-là, pour offrir finalement une belle caisse de résonance à votre participation sur le salon. Donc, généralement, quand on démarre à l'export, on oriente plutôt les entreprises vers ce pavillon France parce qu'on le dit souvent, chasser en meute ou chasser en escadrille, suivant les différentes terminologies, c'est quand même un levier et une facilité pour démarrer à l'export. Et ensuite, parmi les autres typologies d'événements, il y a ce qu'on appelle, nous, les événements B2B. Alors, les événements B2B, c'est quand on a un couple secteur-pays que l'on considère comme prioritaire, mais qu'on n'a pas identifié un salon international majeur. On a plein de leviers pour finalement travailler sur ce pays-là. Il y a ce qu'on appelle donc les événements B2B, des French Days. Donc ça peut être des French Aeronautics Days, des French Mobility Days, etc. Où l'idée c'est de vous permettre à la fois de mieux comprendre le marché. Donc on constitue en fait des délégations de 10-15 entreprises, essentiellement des PME, ETI, parfois des grands groupes aussi. Donc ça vous permet de mieux comprendre comment le marché est structuré. Ça vous permet de présenter votre offre aussi à des porteurs de projets, des donneurs d'ordre, à des partenaires clés. Et ce qu'on intègre systématiquement dans ces événements-là, c'est des programmes de rendez-vous individualisés qui vous permettent de rencontrer en fonction à la fois de votre stratégie de développement, mais aussi de la pratique locale des affaires. Donc soit des clients finaux, soit des distributeurs, des intégrateurs, des agents aussi, parce que parfois pour travailler dans un secteur, on va passer par un agent. Parfois, si on souhaite travailler dans le secteur public, que ce soit notamment dans le secteur des enfin, dans tout ce qui concerne les collectivités, parfois ce sont des appels d'offres publics et seuls des agents, en tout cas des entreprises enregistrées localement, peuvent répondre à ces appels d'offres-là. Donc voilà, on essaye de mobiliser finalement toutes les cibles qui vous intéressent pour vous permettre de les rencontrer. Après, il y a ce qu'on appelle pardon, les business meetings. Donc les business meetings, ce sont des événements qui sont plutôt opportunistes, contrairement au reste de notre programmation qui, elle, est finalement est définie un an à l'avance. Les business meetings, très concrètement, c'est lorsqu'on identifie auprès d'un donneur d'ordre précis. Je prends par exemple Porsche en Allemagne, avec qui on a beaucoup travaillé ces dernières années. Euh, Notre bureau en Allemagne identifie auprès des équipes achats de Porsche des besoins très ciblés, très qualifiés
donc là c'était en l'occurrence sur le secteur des batteries, et souhaitent rencontrer justement des entreprises françaises. Donc nous, on leur présente finalement des entreprises françaises qui, selon nous, correspondent à leurs besoins et qui sont intéressées par rentrer en contact avec Porsche. Il y a une sélection qui est effectuée par ce donneur d'ordre-là, et on organise des rencontres entre les entreprises françaises sélectionnées et les équipes achats de ce grand donneur d'ordre. Donc là, on est vraiment sur des besoins qui sont très qualifiés, qui sont des besoins à court terme, et donc avec finalement un impact et des chances de signature ou de référencement qui sont à très court terme. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand on est sur un marché qui est moins mature, on organise également des missions exploratoires. C'est le cas notamment, on en a fait une, je vous donne un exemple concret. On a organisé une mission exploratoire dans le secteur de l'automobile en Chine en avril dernier, puisqu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la position de la filière, il faut considérer l'industrie automobile chinoise comme un partenaire plutôt qu'un concurrent. Aujourd'hui, on n'est plus en position de choix et le pays a pris une telle avance qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'inspire de ce qui se fait là-bas pour savoir comment on peut travailler efficacement avec des constructeurs chinois. Et donc, ce type de mission exploratoire permet de faire un peu du benchmark pour mieux comprendre un petit peu comment le marché fonctionne, comment il a atteint ce niveau de maturité-là. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a également les forums. Alors les forums, ce sont des événements qui sont plutôt géographiques et plutôt multisectoriels. Donc on organise chaque année une trentaine de forums géographiques sur un pays en particulier, sur une zone du monde. On a organisé il y a quelque temps un forum sur le Sénégal, un forum sur les pays nordiques, où là l'idée c'est d'apporter un peu un éclairage macroéconomique du pays et puis de faire un focus sur 3-4 secteurs qui sont vraiment porteurs et pour lesquels il y a vraiment une dynamique assez intéressante. Et ça, ce sont des événements qui se déroulent en France, contrairement aux autres événements que je vous citais précédemment. Donc c'est aussi peut-être plus accessible pour les entreprises qui ont un peu moins de moyens à engager sur l'international. Et puis trois autres formats très rapidement qui n'apparaissent pas à l'écran mais qui peuvent vous intéresser. Alors, pour les entreprises les moins matures, il y a un dispositif que l'on organise qui s'appelle l'Export commence en France, où l'objectif, en fait, c'est de capitaliser sur les grands salons qui se déroulent en France. Je pense à Global Industrie, au Salon du Bourget, au CIFER dans le ferroviaire, à WNE dans le nucléaire, où là, en fait, on va inviter des acheteurs étrangers euh, et on va, au travers d'une plateforme de matchmaking, on va organiser des rendez-vous gratuits pour les entreprises françaises avec les entreprises qui exposent sur ce salon-là. Donc finalement, c'est peut-être la première marche quand on souhaite se développer à l'export, bah, c'est de pouvoir justement entrer en contact avec des partenaires ou des clients potentiels depuis des salons en France et derrière engager justement des discussions et après aller les voir si les discussions sont encourageantes. Donc ça, on en organisera quelques-uns pour l'année qui vient et vous les retrouverez sur les slides d'après. Il y a un format pour les entreprises un peu plus matures qui s'appelle le Booster, qui lui est un programme d'accompagnement dans la durée, puisque généralement on est sur des programmes d'à peu près 9 mois, qui lui est divisé en 3 étapes. Il y a une étape de préparation et de coaching, où là on fait du coaching interculturel sur la pratique locale des affaires, où il y a une étude de marché pour mieux comprendre comment le marché est structuré, quels sont les acteurs, les forces en présence, les concurrents potentiels. La deuxième étape, c'est une étape de prospection, où là, on est vraiment sur du sur-mesure et où on va vous permettre d'identifier et de rencontrer justement des clients et des partenaires potentiels. Et ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'ancrage ou de la pérennisation. Donc là, suivant la stratégie des entreprises, c'est soit vous permettre de vous implanter physiquement dans le pays par l'intermédiaire de la création d'une filiale. Et donc là, on vous met en relation avec des cabinets d'avocats en local, le réseau des chambres de commerce, ou bien l'établissement d'une joint venture, ou bien voilà, tout dépend de votre stratégie.
Et enfin, le dernier format, c'est un format sur lequel on commence à rattraper un petit peu notre retard. C'est le format des marketplaces, ce que nous on appelle le e-export. Aujourd'hui, on considère que près de 80% des transactions B2B, elles se font via des marketplaces. Et ce qu'on a constaté, c'est que bon, il y a une très forte présence de certains pays. Alors évidemment, la Chine, l'Inde, le Pakistan, mais aussi des entreprises en Europe, hein. Les Allemands, les Italiens sont très présents sur ces outils-là. Et il faut que la France prenne sa place et rattrape son retard. Donc aujourd'hui, on propose de plus en plus, en fait, comme des pavillons France, hein, ce qu'on appelle des showrooms, qui sont en fait des vitrines en ligne des entreprises françaises. Et ça, on le fait sur des marketplaces qui sont vraiment à portée B2B uniquement, donc rien à voir avec les Amazon, AliExpress et autres plateformes chinoises dont on parle actuellement. On travaille avec une marketplace française qui s'appelle Virtual Expo et qui est déclinée en marketplace sectorielle. Donc on a lancé une marketplace sur Aero Expo qui adresse toute la filière et toute la chaîne de valeur aéronautique. Là, on est en train de lancer une marketplace sur Direct Industrie qui regroupe toute la machine-outil, les instruments de mesure, l'impression 3D, la fabrication additive. Donc, ce sont finalement des outils qui, à investissement minime, permettent d'avoir une visibilité vraiment mondiale et de s'insérer sur cette nouvelle tendance qui est le benchmark des acheteurs qui se fait via les nouveaux canaux. Donc voilà, je m'arrête sur la présentation des formats. J'espère que je vous ai pas trop assommé. Et le dernier mot, je vous ai mis dans la présentation qui vous sera transmise, donc l'ensemble de la programmation 2026, qui est organisée en fait, pour vous donner juste une petite clé de lecture, par déclinaison sectorielle. Donc là, en l'occurrence, vous avez la programmation en matière de transition énergétique, donc qui regroupe les énergies renouvelables, l'électricité, les smart grids. Sur la partie haute, vous allez retrouver tous les formats événements B2B dont je viens de vous parler à l'instant, avec les liens pour avoir plus d'informations lorsque ces événements-là sont lancés. Et vous voyez que c'est le cas pour la majorité des événements. Et en partie basse, vous allez retrouver les pavillons France sur les salons internationaux majeurs, sur lesquels du coup on sera ravis de vous accueillir. Donc je passe très rapidement puisque vous allez retrouver la déclinaison pour l'ensemble de ces secteurs et je vous laisserai les regarder à tête reposée. Et puis sur la dernière slide, vous retrouverez également les fameux forums que l'on organise en France. Donc n'hésitez pas aussi si vous souhaitez découvrir un petit peu plus en détail certains forums. On organise des opérations aussi avec les bailleurs de fonds qui sont vraiment des leviers aussi à l'international. Donc il y a l'AFD évidemment, mais il y a également toutes les banques de développement. Donc ça peut être des opportunités intéressantes pour vous. Voilà, je ne serai pas plus long. J'espère que le contenu vous intéressait et puis je reste évidemment disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup.